Plus tôt dans la matinée, Adjoa avait envoyé la femme de ménage faire une course, car elle ne voulait pas qu'elle la voie partir, ni qu'elle sache où elle allait. Par conséquent, personne n'était présent dans la maison pour ouvrir la porte. Mamadou porta rapidement Adjoa dans leur chambre et la déposa sur le sol. Il prit ensuite une couette pour la couvrir, mais au moment où il s'apprêtait à le faire, il remarqua du sang coulant du nez d'Adjoa. Cela le bouleversa encore plus et le remplit d'effroi. Il se mit à transpirer abondamment. Les coups frappés à la porte devinrent plus forts alors que les parents d'Adjoa insistaient avec agressivité. Pris de panique et totalement perdu, Mamadou se précipita vers la salle de bain. Il s'aspergea d'eau et vêtu uniquement d'un boxeur pour donner l'impression qu'il venait de prendre un bain, il alla ouvrir la porte. Il trouva Kwame et Awa debout devant lui, affichant à la fois de la colère et de l'inquiétude. « Où est notre fille? Où est Adjoa ?» demanda sa mère. « Nous devons la voir immédiatement. Nous avons quelque chose d'urgent à lui dire. Nous avons essayé de l'appeler, mais son téléphone est éteint. Sa batterie doit être faible, » répondit nerveusement Mamadou. « Vous savez, elle charge rarement son téléphone, sauf quand je le fais pour elle. Alors où est-elle? Nous devons lui parler, s'il te plaît, » insista Kwame. Mamadou balbutia, la peur se lisant sur son visage. « Elle est sortie ce matin. Elle m'a dit qu'elle allait voir une amie, mais elle n'est pas encore revenue. » Les parents d'Adjoa échangèrent un regard inquiet. Ils sentèrent que quelque chose n'allait pas. Les réponses de Mamadou manquèrent d'assurance et son langage corporel était inhabituel. « Alors pourquoi as-tu mis si longtemps à nous ouvrir la porte? Nous frappons depuis un bon moment, » demanda Kwame avec curiosité. « Eh bien, comme vous pouvez le voir, je suis encore mouillé, » répondit Mamadou en montrant son corps. « Je viens juste de sortir de la chambre. Je prenais une douche quand j'ai entendu les coups insistants à la porte. Et tes domestiques? Pourquoi n'ont-ils pas ouvert? » intervint Awa. « Malheureusement, je les ai renvoyés, » mentit Mamadou en essayant de se couvrir. « J'attends d'embaucher une nouvelle aide ménagère par l'intermédiaire d'une agence. Comme vous le voyez, je suis encore mouillé et j'ai une réunion importante dans 1 heure. Je suis déjà en retard, alors je dois vraiment y aller. Dès qu'Adjoa rentrera, je lui dirai de vous appeler. » Il précipita ses paroles avant de raccompagner les parents d'Adjoa à la porte et de la refermer derrière eux. Kwame et Awa partirent avec un sentiment de méfiance. « Es-tu sûr que Mamadou va bien? Il agit bizarrement aujourd'hui. Ce n'est pas sa façon habituelle de parler, » fit remarquer Kwame. « Il ne nous a même pas laissé entrer dans le salon. »« Attendons le retour d'Adjoa, » répondit Awa avec inquiétude. « J'espère seulement que ma fille est en sécurité, où qu'elle soit. » Dès que Mamadou revint dans la chambre, il ferma la porte et trouva Adjoa toujours inconsciente sur le sol. Un frisson de panique le traversa. Il ne savait pas quoi faire. Tremblant, il s'agenouilla à côté d'elle et la secoua vigoureusement pour tenter de la réveiller, mais elle resta immobile. Pendant un instant, il fut totalement désemparé, au bord des larmes. Puis une idée lui vint. Il courut dans la salle de bain et revint avec un seau d'eau. Il aspergea le visage d'Adjoa et soudain, elle reprit connaissance. Dès qu'elle ouvrit les yeux et vit Mamadou, elle se redressa précipitamment. Ses yeux écarquillés de peur fixaient son mari avec terreur. Sous le choc, elle se mit à hurler « À l'aide! Quelqu'un! Aidez-moi! Mon mari est un meurtrier !» Sans réfléchir, Mamadou se précipita sur elle, plaquant sa main sur sa bouche pour étouffer ses cris. Son regard tomba sur un maillot traînant au sol. Il l'attrapa, le déchira en plusieurs morceaux et enfourra une bande dans la bouche d'Adjoa pour l'empêcher de crier. Pour la faire taire définitivement, Mamadou se précipita vers son armoire, en sortit une corde solide et l'utilisa pour attacher Adjoa. « Je ne veux plus entendre un seul cri de ta part. Si tu cries encore, je te tuerai ici même, et personne ne le saura jamais. Alors sois une bonne fille et reste tranquille. » Paniquée, Adjoa hocha la tête et se tint tranquille. Elle était confuse, incapable de comprendre ce qui se passait. Comment Mamadou avait-il réussi à lui mettre la main dessus? Le dernier souvenir qu'elle avait était d'avoir tenté de quitter la maison discrètement. Puis elle s'était réveillée allongée sur le sol de leur chambre. Rien n'avait de sens. Une douleur vive lui traversa la tête et elle comprit qu'elle avait probablement été assommée par Mamadou. La peur l'envahit alors qu'elle luttait pour se libérer. Plus elle se débattait, plus la corde s'enfonçait profondément dans sa peau, laissant des coupures douloureuses. Lorsqu'elle réalisa que c'était inutile, elle s'arrêta, des larmes roulant sur ses joues, submergée par la panique. Pendant ce temps, Mamadou sortit dans la cour et appela « JBA, JBA, où êtes-vous? Venez ici tout de suite. » JBA était une femme de 65 ans qui travaillait pour Mamadou depuis longtemps, bien avant son mariage avec Mariam. Elle était une domestique fidèle et dévouée, et c'était elle qui s'occupait de Malik. En entendant son nom, JBA accourut. « Monsieur, vous m'avez appelé? Oui, j'ai une urgence à régler et je dois partir immédiatement. Je vais être absent pour une longue période et je ne resterai pas à la maison. Je vais donc fermer la porte et voyager tout de suite. En conséquence, je n'aurai pas besoin de vos services pendant mon absence. Mais ne vous inquiétez pas. » Mamadou sortit une liasse de billets et la tendit à JBA. « Je vous paierai toujours votre salaire chaque mois, même si je ne suis pas là. Prenez cet argent et partez immédiatement. Dès mon retour, je vous contacterai pour que vous repreniez votre travail. » JBA, surprise, regarda l'argent avec stupeur. En 20 ans de service auprès de Mamadou, elle ne l'avait jamais vu aussi pressée et agitée. Intriguée, elle demanda « Monsieur, est-ce que tout va bien? » « Ne vous inquiétez pas, » répondit sèchement Mamadou. « Allez-y, partez maintenant. » « Mais qu'en est-il de Malik? » « Il
dort encore. Qui s'occupera de lui lorsqu'il se réveillera en votre absence? Ne vous en faites pas pour ça. Je vais gérer, répliqua Mamadou d'un ton ferme. Bien que confuse et inquiète, JBA retourna dans sa chambre, fit ses valises et quitta les lieux. Dès son départ, Mamadou verrouilla soigneusement les portes. Il entra dans la maison et alla vérifier Adjoa, toujours attachée dans la chambre. Après s'être assuré qu'elle ne pouvait pas s'échapper, il verrouilla la pièce et emporta les clés avec lui. Ensuite, il se rendit dans la chambre de son fils Malik, qui dormait paisiblement. Il le souleva délicatement, le porta jusqu'à la voiture et partit, laissant Adjoa enfermée seule à l'intérieur. Mamadou se dirigea chez sa sœur, Imani. À son arrivée, il lui expliqua « Je n'ai personne pour m'aider à m'occuper de Malik en ce moment. J'aimerais qu'il reste ici avec toi quelque temps, jusqu'à ce que je puisse engager une nouvelle nounou. S'il te plaît, aide-moi. » Imani, trouvant cette demande inhabituelle, le regarda avec curiosité et demanda « Qu'est-il arrivé à votre autre nounou? Pourquoi ne peut-elle pas s'occuper de lui? » « Eh bien, j'ai découvert qu'elle me volait de l'argent. Alors j'ai dû la renvoyer. Je ne peux pas garder une voleuse sous mon toit, » répondit Mamadou en mentant. « Et Mariam, elle ne peut pas s'occuper de son propre enfant? » « Ma sœur, » répondit-il avec un air accablé, « Mariam est enceinte et ne se sent pas bien. Elle en est encore au début de sa grossesse et je ne veux pas lui imposer la charge de Malik en plus de son état. » Encore un mensonge. Se sentant désolée pour lui, Imani accepta immédiatement de s'occuper de Malik. N'étant pas encore mariée, elle était très attachée à son neveu. Après cette brève discussion, Imani porta Malik dans sa chambre, pendant que Mamadou s'éclipsait en toute hâte. Dès son retour chez lui, Mamadou se précipita directement dans la chambre d'Adjoa. Il déverrouilla la porte et la trouva allongée sur le sol, toujours attachée, mais endormie. Il s'approcha et la secoua pour la réveiller avant de sortir son téléphone de sa poche. « Voilà ton téléphone, dit-il froidement. Maintenant, écoute bien, je vais appeler tes parents. Tu vas leur dire que tu es allé rendre visite à une amie et que tu ne rentreras pas ce soir. Si tu n'obéis pas exactement à mes instructions, je te tuerai sur le champ et personne ne saura jamais ce qui t'est arrivé. » Par peur, Adjoa hocha la tête et accepta. Lorsque Mamadou appela ses parents, elle mentit, leur affirmant qu'elle était chez une amie et qu'elle ne rentrerait pas cette nuit-là. Une fois l'appel terminé, des larmes coulèrent silencieusement sur son visage. Toujours en pleurs, elle se tourna vers Mamadou et demanda d'une voix brisée « Pourquoi me fais-tu ça? Qu'ai-je fait pour mériter un tel traitement? Pourquoi m'enchaînes-tu comme si j'étais une criminelle? Regarde-moi, attachée comme une voleuse. C'est juste? D'abord, tu m'as empêché de travailler ou de poursuivre mes études, et maintenant ça? Est-ce pour ça que tu m'as épousée? » Mamadou la fixa froidement et répliqua « Tu es plus qu'une voleuse, et tu mérites d'être traitée comme telle. Après tout l'argent que j'ai dépensé pour ta famille, tu crois pouvoir me quitter comme si de rien n'était? Eh bien, ça n'arrivera pas. Je vais t'enfermer ici et m'assurer que tu paies le prix de ta cupidité. » Après ces mots, il quitta la pièce en claquant la porte. Adjoa resta attachée dans cette chambre pendant 4 jours, sans pouvoir se laver ni prendre soin d'elle-même. Chaque matin et chaque soir, Mamadou venait lui apporter de la nourriture et de l'eau, la nourrissant lui-même. Le 5e jour, Mamadou engagea plusieurs gardes et leur ordonna de surveiller étroitement la maison, leur interdisant de la laisser s'échapper sous aucun prétexte. Puis il détacha Adjoa et lui lança « Tu es libre de te déplacer dans la maison maintenant, mais ne te fais pas d'illusions. Tu ne peux pas t'échapper. » Elle se retrouva prisonnière dans sa propre maison, sans moyen d'appeler à l'aide, de crier ou de contacter qui que ce soit. 10 jours passèrent. Les parents d'Adjoa étaient rongés d'inquiétude. Ils avaient essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais son numéro restait injoignable. Leur inquiétude se transforma en peur, car Adjoa avait l'habitude de les appeler tous les jours ou de leur rendre visite, étant donné la proximité de leur maison. Comprenant que quelque chose n'allait pas, ils décidèrent de se rendre à nouveau chez Mamadou pour obtenir des réponses. Mais à leur arrivée, ils furent stoppés à l'entrée par un gardien qui leur refusa l'accès à la propriété, suivant les ordres stricts de Mamadou. Les parents d'Adjoa comprirent alors que quelque chose n'allait vraiment pas. Terrifiés pour la sécurité de leur fille, ils se précipitèrent au commissariat le plus proche pour signaler sa disparition et désigner Mamadou comme principal suspect. Ils exigèrent son arrestation immédiate afin qu'il explique où se trouvait leur fille. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Mamadou était un homme influent, bien entouré et protégé par des relations puissantes. La police accepta d'intervenir et accompagna les parents d'Adjoa jusqu'à la maison de Mamadou. À leur arrivée, les agents exigèrent de voir ce dernier et menacèrent de forcer l'entrée s'il refusait de coopérer. Depuis son balcon, Mamadou les observait calmement. Sans perdre une seconde, il décrocha son téléphone et appela le commissaire de police, l'informant que des agents d'une unité spécifique tentèrent de l'arrêter. Quelques minutes plus tard, l'un des policiers reçut un appel du commissaire lui ordonnant de quitter immédiatement la propriété. Les parents d'Adjoa assistèrent, impuissants, à la scène. Les agents se tournèrent vers eux et d'un ton désolé, déclarèrent « S'il vous plaît, monsieur, madame, nous avons reçu un ordre venant de nos supérieurs. Cet homme ne peut pas être arrêté et nous ne pouvons rien y faire. Nos mains sont liées. » Puis ils partirent, laissant les parents d'Adjoa
Adjoa seule face à leur désespoir. Pendant ce temps, Adjoa, qui observait la scène depuis la fenêtre de sa chambre, sentit l'espoir monter en elle. Elle s'apprêtait à crier à l'aide dès que les policiers entreraient dans la maison. Mais en voyant les agents rebrousser chemin après un simple appel, son espoir se transforma en frustration et en détresse. Le cœur brisé, elle comprit que les efforts de ses parents avaient été vains. Dévastée, elle se recroquevilla sur son lit et éclata en sanglots. Mais au milieu de ses larmes, une pensée sombre germa dans son esprit. Cette nuit, tout allait prendre fin. Elle tuerait Mamadou dans son sommeil. Dès qu'il s'endormit, Adjoa se glissa discrètement hors de sa chambre et se dirigea vers la cuisine. Elle saisit un couteau et s'introduisit silencieusement dans la chambre de Mamadou. À pas feutrés, elle s'approcha de son lit, leva la main et s'apprêta à le poignarder, quand soudain, le téléphone de Mamadou sonna, le réveillant en sursaut. En ouvrant les yeux, il aperçut Adjoa, un couteau levé au-dessus de lui. Instinctivement, il attrapa son poignet juste avant qu'elle ne puisse l'enfoncer dans sa poitrine. Un combat éclata entre eux pour le contrôle de l'arme, mais la force de Mamadou prit rapidement le dessus. Il lui arracha le couteau et, sans réfléchir, lui assena 3 coups dans l'abdomen. Adjoa s'effondra au sol, le sang s'écoulant de ses blessures. La douleur était insoutenable. Tandis qu'elle luttait pour respirer, Mamadou resta figé, la regardant sans réagir. Il savait qu'emmener Adjoa à l'hôpital n'était pas une option. Il resta debout, incapable de bouger, jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Terrifié par ce qu'il venait de commettre, Mamadou leva les yeux vers le corps inerte d'Adjoa, qui refroidissait déjà. Il se demanda, paniqué, ce qu'il devait faire. Il observa ses mains ensanglantées et murmura « Qu'ai-je fait? Comment vais-je annoncer à ses parents que leur fille unique est morte et que c'est moi qui l'ai tuée? Mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Ils ne doivent jamais découvrir la vérité. » Pris de peur, Mamadou descendit précipitamment les escaliers et attrapa une pelle. Il se mit alors à creuser une fosse peu profonde derrière sa maison. Une fois terminé, il enveloppa le corps sans vie d'Adjoa dans un tissu et l'enterra dans la tombe improvisée. Il recouvrit rapidement le trou avant de retourner se coucher, tentant de faire comme si de rien n'était. Cette nuit-là, la mère d'Adjoa, Awa, fit un rêve troublant. Dans son cauchemar, elle vit sa fille allongée au bord d'une rivière, les mains et les pieds attachés. Horrifiée, elle tenta de courir vers elle pour l'aider, mais assista impuissante à une scène terrifiante. Mamadou poussa Adjoa dans l'eau, elle se débattit désespérément, mais finit par couler sous les flots sans que personne ne puisse lui venir en aide. Ce cauchemar glaça Awa d'effroi. En se réveillant en sursaut, elle poussa un cri qui fit sursauter son mari. Kwame demanda à sa femme de quoi elle avait rêvé. Tremblante, Awa lui raconta le cauchemar terrifiant qu'elle avait fait à propos de leur fille. Cette nuit-là, ils furent envahis par l'angoisse, craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose de grave à Adjoa. Incapables de trouver le sommeil, ils attendirent impatiemment le lever du jour. Dès que le premier coq chanta, Kwame et Awa se précipitèrent vers la résidence de Mamadou, hurlant et exigeant de voir leur fille. « Mamadou, qu'as-tu fait à ma fille ?» cria Awa, désemparée. « Rends-moi mon enfant, rends-moi ma fille unique. Elle est tout ce que j'ai. » Mais les vigiles de Mamadou ne la laissèrent pas continuer ses cris. Sans ménagement, ils expulsèrent les parents d'Adjoa de la propriété. Pourtant, Awa refusa d'abandonner. Elle resta près du portail, le frappant de ses poings tout en criant et suppliant. L'agitation devint si intense qu'un des vigiles sortit, armé d'une matraque, prêt à la faire taire par la force. Prise de panique, Awa recula brusquement, trébucha et tomba dans un caniveau, se blessant à la jambe. Kwame, témoin de l'humiliation qu'il subissait de la part de Mamadou, décida alors de porter l'affaire devant la justice. Il engagea des poursuites contre lui. Cependant, le jour où le tribunal devait siéger, Mamadou usa de son influence et soudoya le juge. L'affaire fut reportée, puis continuellement ajournée pendant plus de 8 mois. Déterminé à obtenir justice, Kwame alla jusqu'à vendre la voiture que Mamadou lui avait offerte quelques mois plus tôt, espérant ainsi réunir assez d'argent pour poursuivre le procès. Malheureusement, la majeure partie des fonds fut engloutie dans les frais d'avocat. Les choses prirent une tournure encore plus dramatique lorsque Kwame perdit son emploi. Sans revenu, il ne pouvait plus payer son avocat ni poursuivre l'affaire contre Mamadou. Finalement, le dossier fut classé sans suite. La situation des parents d'Adjoa devint insoutenable. Sans ressources, ils peinaient à se nourrir et ne pouvaient plus payer leur loyer. Saisissant l'opportunité, Mamadou les expulsa de la maison qu'il leur avait louée. Désemparés et sans autre choix, Kwame et Awa décidèrent de retourner dans leur village natal, brisés par la douleur et le sentiment d'injustice. Quand Mamadou vit leur départ, il ressentit un profond soulagement. Il était enfin libre. Plus personne n'était là pour surveiller ses moindres faits et gestes. Il avait toute la liberté de faire ce qu'il voulait sans être interrogé ni soupçonné. Mamadou reprit son terrible mode de vie, couchant avec de jeunes adolescentes comme à son habitude. Un mois plus tard, Mamadou rencontra une belle fille nommée Jamila. C'était une jeune fille de 16 ans, fille d'une veuve pauvre. Mamadou l'aperçut alors qu'elle allait acheter de la nourriture pour le dîner. Il conduisait sa luxueuse Mercedes-Benz. Il arrêta sa voiture à côté d'elle et dit « Bonjour ma belle, puis-je connaître ton nom ?»« Bonsoir monsieur, je m'appelle Jamila. Waouh, tu es une si belle fille. Est-ce que quelqu'un te l'a dit aujourd'hui ?» Jamila sourit et détourna timidement le regard. C'était la première fois
fois qu'un homme avec une voiture chère s'arrêtait pour lui parler et admirer sa beauté. Elle était submergée par l'attention de Mamadou. Elle se sentait spéciale, comme elle ne l'avait jamais ressenti auparavant. Sa flatterie, ses compliments sur sa beauté, ainsi que la voiture de luxe qu'il conduisait, lui donnèrent l'impression d'être le centre de son monde. Pour une jeune fille issue d'un milieu pauvre, sans figure paternelle, c'était comme un rêve devenu réalité, l'une de ces histoires romantiques qu'elle avait souvent vues dans les films de Hollywood, celle d'un homme riche tombant amoureux d'une jeune fille du village. Mais elle ne savait pas que c'était bien plus que cela. Elle répondit avec enthousiasme à toutes les questions que Mamadou lui posa. Avant de partir, Mamadou sortit sa carte de visite et la remit à Jamila. « Appelle-moi quand tu rentreras, ma belle », lui dit-il. Puis il lui donna 100 000 francs et partit. Jamila était tellement excitée. Elle avait l'impression d'avoir enfin rencontré un homme qui pourrait sauver sa pauvre mère et ses frères et sœurs. Elle était folle de joie. Son enthousiasme l'amena à prendre une décision impulsive. Cette nuit-là, Jamila prit le téléphone de sa mère alors qu'elle pensait que personne ne la regardait et appela secrètement Mamadou. Il la rassura avec des mots doux, la convainquant qu'il l'aimait profondément et que ce qu'il partageait était sincère. Pour Jamila, cela ressemblait à de l'amour, car elle ne connaissait rien aux émotions, aux relations et aux hommes. Mais Mamadou savait exactement ce qu'il faisait. Il jouait sur sa naïveté. Il lui donna rendez-vous dans un hôtel à midi le lendemain, un plan qu'il avait soigneusement mis en place pour poursuivre son cycle inquiétant de pédophilie. Jamila, pensant qu'elle allait rencontrer l'amour de sa vie, était remplie d'excitation et d'impatience, ne sachant pas qu'elle marchait droit dans un piège dangereux tendu par Mamadou, qui avait ses propres intentions tordues. Elle accepta de rencontrer Mamadou à l'hôtel. Dès 13h30, elle s'échappa de la maison de sa mère pour aller le voir, prévoyant de rentrer avant 17h, heure à laquelle sa mère revenait souvent du marché. Lorsqu'elle rencontra Mamadou à l'hôtel, il la convainquit encore plus qu'il l'aimait profondément et la persuada de lui donner volontairement sa virginité. Après ce jour, chaque fois que Mamadou voulait Jamila, il l'appelait et lui demandait de le rencontrer à l'hôtel. Cela continua ainsi pendant un certain temps. Mamadou garda secrète ses aventures avec Jamila, jusqu'au jour où Jamila tomba malade et où son corps commença à changer. Elle comprit qu'elle était enceinte. Elle alla annoncer la nouvelle à Mamadou avec enthousiasme, mais à sa grande surprise, il devint furieux. « Je pensais que tu étais une grande fille. Pourquoi as-tu laissé cette chose arriver? Je t'ai donné de l'argent pour acheter des médicaments et d'autres choses pour te garder propre et éviter une grossesse. Alors comment es-tu tombée enceinte? Eh bien, tu dois mettre fin à cette grossesse. Tu ne peux pas garder cet enfant. Je pensais que tu étais une grande fille. Pourquoi as-tu laissé cette chose arriver? Je t'ai donné de l'argent pour acheter des médicaments et d'autres choses pour te garder propre et éviter une grossesse. Alors comment es-tu tombée enceinte? Eh bien, tu dois mettre fin à cette grossesse. Tu ne peux pas garder cet enfant. Mais je pensais que tu m'avais dit que tu m'aimais. Pourquoi veux-tu que j'avorte? Le fait que je t'ai dit que je t'aime ne signifie pas que je veux faire de toi ma femme ou avoir un enfant avec toi. » Mamadou remit une grosse somme d'argent à Jamila et lui demanda d'interrompre la grossesse. Jamila rentra chez elle ce jour-là, effrayée. Elle garda le secret vis-à-vis de sa mère. Elle décida de rencontrer sa meilleure amie, Soraya, qui avait déjà avorté, et lui expliqua sa situation. Après avoir écouté Jamila, Soraya se sentit désolée pour elle et l'emmena chez un charlatan bon marché pour l'intervention. Cependant, au cours de l'intervention, Jamila connut des complications qui lui firent perdre beaucoup de sang. Elle rentra chez elle après l'avortement, souffrant de douleurs intenses. La douleur devint insupportable pendant la nuit et tragiquement, Jamila mourut d'une hémorragie excessive. Lorsque la mère de Jamila entra dans sa chambre le lendemain matin, elle trouva sa fille sans vie, son lit trempé de sang. Elle emmena Jamila d'urgence à l'hôpital. Après une autopsie, la mère fut informée de la véritable cause du décès de sa fille. Lorsqu'elle apprit ce qui était arrivé à Jamila, elle fut dévastée, le cœur brisé. Elle appela sa seule sœur, Hadja, qui était juge. C'était Hadja qui avait soutenu Jamila à l'école depuis le décès de son père. Dès qu'elle apprit la mort de sa nièce, elle fut anéantie. Elle aimait tellement Jamila qu'elle avait même prévu de l'emmener à l'étranger pour des études supérieures. Hadja jura de faire justice et de se venger pour sa nièce. Elle promit de découvrir l'homme responsable de la mort de Jamila et commença à enquêter. Elle demanda à la mère de Jamila si elle savait qui avait mis sa fille enceinte. La mère de Jamila n'avait aucune idée, car sa fille n'avait jamais mentionné personne. Elle commença à enquêter, parlant à tous ceux qui auraient pu savoir quelque chose sur la vie récente de Jamila. Elle interrogea ses amis, ses professeurs et même ses voisins, espérant trouver un indice qui pourrait la conduire à l'identité de l'homme responsable de la grossesse et de la mort de sa fille. Grâce à son enquête, elle découvrit finalement que Jamila avait eu des rencontres secrètes avec Mamadou. Elle apprit de camarades de classe de Jamila que celle-ci avait passé du temps avec un homme riche qui lui avait promis une vie meilleure. Mais personne ne savait qui il était, car aucun d'entre eux ne l'avait jamais rencontré. Une semaine après l'enterrement de Jamila, la mère décida de brûler certains de ses effets personnels, y compris ses vêtements. En fouillant dans son sac, elle souleva un vêtement et remarqua qu'une carte de visite était tombée. Elle la ramassa et vit le nom écrit en gros caractères « Mamadou's Group of Companies ». Au début, elle fut sceptique. Comment sa fille, une jeune
fille qui n'avait même pas fini le lycée pouvait-elle avoir une carte d'une entreprise aussi prestigieuse? Cette nuit-là, la mère de Jamila n'arrivait pas à dormir. Obsédée par cette carte, elle décida de demander à la meilleure amie de Jamila, Soraya, si elle savait qui avait donné la carte à sa fille. La mère de Jamila, agitée, ne pouvait attendre le lever du jour. Le lendemain matin, elle se rendit directement chez Soraya. Quand elle arriva, elle trouva Soraya en train de laver des vêtements. Elle lui demanda « Ma chérie, comment vas-tu, toi et ta famille? J'ai trouvé cette carte dans les affaires de Jamila hier soir. Sais-tu qui la lui a donnée ?» Soraya fut d'abord confuse, mais après avoir regardé la carte de plus près, elle répondit « Oui maman, il y a des mois, Jamila m'a dit qu'elle avait enfin trouvé l'amour avec un homme très riche qui lui avait promis de l'épouser. Elle lui rendait souvent visite dans un hôtel, mais elle est tombée enceinte et l'homme a rejeté la grossesse, lui disant d'avorter. La mère de Jamila eut le cœur brisé en apprenant ce qui était arrivé à sa fille et comment tout avait commencé. « Ma chère, s'il te plaît, connais-tu le nom de l'hôtel où elle rencontrait cet homme ?»« Oui, madame. Je connais le nom de l'hôtel. Il s'appelle Résidence Lagune d'Abidjan, le long de la rue Lagune. C'est un bâtiment marron et blanc. » Cependant, Soraya ne révéla pas à la mère de Jamila que c'était elle qui l'avait emmené chez le charlatan, ce qui avait causé sa mort. « Merci, ma chère. Je vais prendre congé maintenant. Continue ce que tu fais. » La mère de Jamila partit. Dès qu'elle rentra chez elle, elle appela sa sœur, Adja. Adja lui dit que la carte de visite et le nom de l'hôtel étaient des indices suffisants pour retrouver Mamadou. Adja promit de prendre le vol du lendemain matin pour se rendre à Abidjan. Comme prévu, elle arriva le lendemain matin et se rendit immédiatement chez Soraya. Adja remarqua que Soraya avait peur et qu'elle cachait quelque chose. Elle la menaça donc de l'arrêter et de l'envoyer en prison si elle n'avouait pas tout ce qui s'était passé. Par peur, Soraya avoua et révéla que c'était elle qui avait indiqué à Jamila où pratiquer l'avortement. La mère de Jamila, en entendant ces mots, ressentit une vive douleur dans la poitrine. Cette révélation lui brisa le cœur. Sa fille, dans son innocence, avait été attirée dans un monde de manipulation et de tromperie par un homme qui lui avait promis de l'aimer, mais l'avait laissée seule face aux conséquences. Les aveux de Soraya confirmaient tout. Jamila fréquentait Mamadou et il avait non seulement trahi sa confiance, mais l'avait poussée à un point où elle pensait n'avoir d'autre choix que d'interrompre sa grossesse, ce qui avait conduit à sa mort tragique. La mère de Jamila, accablée par le chagrin et la colère, savait qu'elle devait agir. Elle devait affronter Mamadou et exiger justice pour sa fille. Mais elle réalisa aussi que l'homme avec qui elle avait affaire était puissant et que l'affronter seule ne suffirait peut-être pas. Adja commença à se préparer à traduire Mamadou en justice, utilisant sa position de juge pour faire pression afin qu'une enquête soit ouverte et, si nécessaire, que des poursuites soient engagées contre Mamadou pour son rôle dans la mort de Jamila. Elle jura que, quoi qu'il en coûte, elle découvrirait la vérité et tiendrait Mamadou responsable de ses actes, peu importe sa puissance ou son influence. Le lendemain matin, Adja dit à la mère de Jamila « Ma sœur, c'est vraiment tragique que nous ayons perdu Jamila à cause de cet homme cruel et égoïste. Mais je vais lui montrer de quoi je suis capable. Je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais, pour qu'à l'avenir, il n'ose plus s'approcher d'une jeune fille. » Elle poursuivit « Tout d'abord, nous devons nous rendre au commissariat, puis demander à des policiers de nous accompagner jusqu'à l'hôtel. Nous devons retrouver sa trace. Si le numéro sur la carte correspond à celui de l'hôtel où il séjournait, cela nous aidera à confirmer s'il est bien l'homme impliqué dans cette affaire. » Elles quittèrent la maison ce matin-là pour se rendre au commissariat, puis partirent avec des policiers jusqu'à l'hôtel. Lorsqu'ils arrivèrent à la résidence Lagune d'Abidjan, ils demandèrent des informations sur Mamadou et ses dossiers. Ils vérifièrent les enregistrements, y compris les images de vidéosurveillance de l'hôtel qui permirent d'identifier Mamadou. Ils virent même une vidéo de Mamadou sortant de l'hôtel avec Jamila. La police prit des captures d'écran et utilisa les images comme preuve. L'un des policiers, qui connaissait très bien Mamadou, leur dit « Madame, je vous conseille de laisser tomber cette affaire. Cet homme ne peut pas être arrêté. Beaucoup ont essayé, mais ils n'ont pas réussi, car il a des relations puissantes dans la ville. » Adja sourit et répondit « Regardez-moi abattre cet homme. S'il s'est toujours tiré d'affaire sans être puni pour ses crimes, cette fois-ci, il paiera pour ce qu'il a fait. » Ils retournèrent ensemble au commissariat, tandis qu'Adja présentait les preuves qu'elle avait obtenues à l'hôtel. Les autorités envoyèrent les photos de Mamadou et Jamila au DPO, directeur de la police, insistant pour qu'un mandat d'arrêt soit émis contre Mamadou. Mais le DPO refusa, affirmant que les preuves n'étaient pas suffisantes pour arrêter une personnalité de haut rang comme Mamadou. Furieuse, Adja déclara « Il est évident que vous ne savez pas à qui vous parlez. » En colère, le DPO se leva et lui cria « Madame, qui êtes-vous pour me dire quoi faire dans mon bureau? Qui êtes-vous pour me dire comment faire mon travail? Vous devez être folle. Maintenant, quittez mon bureau. » Adja plongea sa main dans son sac, sortit sa carte d'identité et la lui montra. « Je suis l'un des juges en chef de la Haute Cour fédérale. Faites maintenant ce que je vous demande ou vous perdrez votre emploi. » Le DPO fut choqué. Il se mit à supplier « Je suis désolé, madame. Je suis désolé. Je vais envoyer mes hommes immédiatement pour procéder à l'arrestation. » Pendant ce temps, Mamadou était assis dans son salon, regardant les nouvelles, quand il entendit frapper à sa porte. Il l'ouvrit et trouva des policiers au visage inconnu qu'il n'avait jamais vu auparavant.
parents. Il avait renvoyé ses gardes, car il n'avait plus besoin de leur service après la mort d'Adjoa. « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Jamila », déclara l'un des policiers. En entendant le nom de Jamila, Mamadou eut un frisson dans le dos. Mais il se dit « Alors, pourquoi devrais-je avoir peur alors que j'ai des relations ?» Il décrocha rapidement son téléphone pour appeler le DPO. Cependant, le DPO lui répondit que l'affaire ne dépendait plus de lui. « Attendez, DPO, continua de bégayer Mamadou, mais le DPO lui raccrocha au nez. Mamadou fut arrêté et placé en détention. Il fut traduit devant le tribunal et la nouvelle de son arrestation se répandit dans toute la ville comme une traînée de poudre. Les parents d'Adjoa apprirent également la nouvelle de l'arrestation de Mamadou. Ils furent soulagés et heureux. Avec l'aide de leur famille, ils récoltèrent suffisamment d'argent pour rouvrir le dossier clos concernant leur fille, Adjoa, disparue depuis 1 an et 6 mois. Un mandat de perquisition fut émis par le tribunal pour fouiller la maison de Mamadou et rechercher des indices. La police arriva chez Mamadou et commença à fouiller tous les recoins de sa maison. Au cours de la fouille, ils découvrirent une zone inégale à l'arrière de sa propriété. La zone semblait négligée et abandonnée. L'un des policiers se demanda pourquoi le sol était si inégal et pensa que c'était peut-être là que Mamadou cachait son argent. Il prit 2 pelles et commença à creuser avec un autre policier. Après quelques minutes, ils déterrèrent un morceau de tissu. Les 2 officiers se regardèrent, surpris, pensant avoir trouvé une mine d'or. Avec détermination et impatience, ils continuèrent à creuser plus rapidement. En creusant plus profondément, ils finirent par découvrir un os et une structure squelettique humaine. Les officiers crièrent à presque sous le choc et s'enfuirent. Ils firent un rapport de leur découverte et le présentèrent au tribunal. La structure squelettique fut soigneusement examinée et il fut conclu qu'il s'agissait des restes d'Adjoa. Lorsque les parents d'Adjoa apprirent la nouvelle, sa mère, Awa, s'effondra au sol en larmes, se reprochant d'avoir laissé sa fille épouser Mamadou et vivre avec lui, alors qu'il savait qu'il était un agresseur cruel. C'est alors qu'ils comprirent pourquoi ils n'avaient pas eu de nouvelles d'Adjoa pendant toutes ces années. Ils pleurèrent leur fille et enterrèrent ses restes dans la propriété familiale. Pendant ce temps, Mamadou fut poursuivi en justice. Adja présenta toutes les preuves rassemblées contre lui, y compris les crimes qu'il avait commis contre de jeunes filles qu'il avait utilisées et rejetées dans le passé. Certaines de ces filles étaient mortes lors des avortements qu'il les avait forcées à subir, tandis que d'autres avaient subi des blessures permanentes. Sa femme, Mariam, se présenta également au tribunal pour témoigner contre lui. Le juge ne montra aucune pitié et Mamadou fut condamné à mort par pendaison. Le mois suivant, Mamadou fut exécuté, mettant ainsi fin à sa vie. Le mal qu'il avait si souvent commis l'avait finalement rattrapé. La sœur de Mamadou, Imani, rendit Malik à sa mère, s'excusant pour toute la douleur que son frère avait causée. Mariam reprit le contrôle de l'entreprise familiale et avec détermination reconstruisit sa vie. Elle épousa un homme qui l'aimait et la respectait profondément, et ensemble, ils eurent 3 enfants. Mariam prit également l'habitude d'envoyer une allocation mensuelle à toutes les familles touchées par les crimes de Mamadou, leur offrant soutien et réconfort. Au final, elles trouvèrent toute la paix et le bonheur. L'histoire de Jamila servit d'avertissement aux jeunes filles, leur rappelant d'être prudentes et conscientes des dangers de la naïveté. La mort tragique d'Adjoa devint un avertissement pour les parents, leur enseignant l'importance de ne pas compromettre l'avenir de leurs enfants pour de l'argent ou des gains égoïstes. Ainsi, malgré toute la douleur, la guérison fut possible et la vie continua. La mémoire des victimes survécut, rappelant la nécessité de l'amour, du respect et de la justice dans chaque famille. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez retenu et de quel pays vous nous suivez. Votre avis compte énormément. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et de partager cette histoire autour de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.